Linda Larbaoui, alors Simone D, la France, ou alors Emmanuel Macron, on doit dire ainsi. D'ailleurs, Linda vient de le dire dans la trame de son commentaire, son analyse, que pratiquement Emmanuel Macron, il est installé dans un lot de contradictions et de confusion pratiquement. Un candidat qui va à une élection avec tant de choses, tant de contradictions dans son pays, à l'étranger, ainsi de suite. Alors, au Mali, qu'est-ce qui se passe avec lui? Quelle est la lecture que vous faites de la contradiction où il veut s'ingérer et imposer son diktat concernant la suspension de France 24 et de RFI dans ce pays? Mais en réalité, M. Etoudi, moi je me demande vraiment la question, qui est Macron? Macron, il est quoi? Il est malien? Il est africain? De quoi il se mêle? Mais le plus choquant dans tout ça, c'est qu'avec tous les morts qu'on a en Afrique, avec tout ce qui s'est passé en Afrique, aucun chef d'État, la déclaration de Macron, ou c'est Macron, je ne sais plus comment il s'appelle, ça n'a ému personne. Le président de l'Union africaine, Moussa Faki, n'a rien dit jusqu'aujourd'hui. On insulte un chef d'État, on insulte un président de l'Union africaine. Personne ne s'émeut. Mais c'est mal. Je me demande où est-ce qu'on a mis le cerveau des Africains. Je peux pas comprendre qu'un petit président français se permette d'adresser la parole à un chef d'État africain comme si c'était son ouvrier, comme si c'était un garçon de course. Et ça ne dit rien à personne. C'est un scandale pour moi. Parce que dans ses déclarations, il dit je vais appeler Nana. Bien sûr, Akufo. Oui. Mais vous imaginez, un président de l'Union africaine, c'est-à-dire le président qui représente tous les pays africains, un petit monsieur qu'on appelle Macron, qui vit sur le dos de ces pays africains, se permet de dire je vais appeler. Comme s'il appelle son garçon pour vous lire. Le président de la CEDEAO, pratiquement, oui. C'est une honte. C'est une honte. Moi, je voulais ici interpeller tous ces gens qui se disent chefs d'État africains. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Ce que je ne comprends pas. Soit ils sont tenus par la France dans un deal secret qu'ils connaissent eux seuls, mais il me souvient quand même que j'ai appris de sources bien informées que quand certains chefs d'État, même des ministres, vont dans les pays européens, souvent, quand ils sont dans des chambres, je l'ai dit sur les plateaux, on les piège avec des petites femmes qu'on les envoie, on les filme, même leurs comptes bancaires sont approvisionnés, on filme et on les tient avec des images. Monsieur Simon, vous êtes sérieux? Je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Parce que, je vais vous dire, quand vous avez des chefs d'État qui quittent l'Afrique pour aller passer leurs vacances en France, vous pensez qu'ils vont loger où? Ils logent souvent dans des hôtels où on a mis des caméras, on les filme, et quand on vous pose un problème et que vous vous opposez, on commence à vous faire un chantage. Et quand vous ne réagissez pas, on vous emmerde tout le temps et vous obligez de signer le contrat qu'on vous impose. C'est ça qu'il s'agit. Si on ne reconnaît pas, parce que je ne peux pas comprendre le silence de ces chefs d'État. Quand on les agresse, même publiquement, ils restent là silencieux comme des taupes. C'est inimaginable. Il faudrait que les Africains se réveillent et mettent un terme à cette histoire. Et c'est lié ici d'interpeller tous les pays africains en leur disant, messieurs les chefs d'État, mettez-vous avec votre peuple. Si jamais vous avez ce genre de pression, expliquez la vérité aux Africains et mettez-vous du côté du peuple, ils vont vous soutenir et on va changer l'Afrique. Si on ne le fait pas, l'Afrique va continuer d'être à la solde de ces petits impérialistes qui ont foutu le bordel dans les pays africains. Je prends un cas, M. Hubert Etoudi. Vous imaginez que, quand par exemple, on prend le bilan de tous ces machins qu'on appelle ONU, MINUSCA dans les pays africains. Leur bilan en Afrique depuis 60 ans, c'est quoi? Citez-moi un seul pays où ils ont résidé et il y a eu la paix. Un seul. Il n'y en a pas. Et on continue à les entretenir, on continue à les accepter. Il faudrait qu'on mette un terme. Je salue ici le peuple malien et le peuple du Niger qui a commencé à s'opposer à l'entrée, et même le peuple centrafricain qui a commencé à s'opposer à la présence de ces gens dans ce pays. Parce que tant qu'on ne va pas le faire, on va continuer à subir des menaces, à être tué par des mercenaires recrutés par ces gens de la MINUSCA, par l'ONU et tous les gens qu'on appelle l'Organisation mondiale de la santé. Ce sont des mercenaires qui recrutent. Ils véhiculent des armes à travers leurs voitures où on a immatriculé ONU et pourtant ce sont des voyous. Et il me souvient que avant de mettre un terme à l'aventure de Bolloré dans certains pays africains, c'est Bolloré qui transformait les armes à travers les rails, les bases militaires, le port et tout, et ça se retrouvait dans même dans certains palmeraies.
On formait des mercenaires là-bas qui allaient déstabiliser le pays. Il est temps qu'on mette un terme à la présence de tous ces gens dans les pays africains et qu'on dise trop c'est trop, on n'en veut plus. Parce que il ne me souvient pas qu'il y ait une petite base militaire africaine dans un pays occidental. Pourquoi est-ce que c'est en Afrique que ça doit se faire? On en a marre. Ça suffit comme ça. Alors, Samuel Dionodor Youmbi, vous avez toujours dans vos analyses les préoccupations de la jeunesse. C'est quand même curieux, cette petite phrase lancée par Emmanuel Macron, c'est une course en avant vers le pire pour les autorités de transition maliennes. Est-ce que cette phrase est mesurée? Et l'autre, je vais appeler Nanado pour, en fait, je vais lui demander de prendre toutes ses responsabilités sur la suspension de RFI. Est-ce que c'est un président, on a déjà fait des analyses sur ça, mais quand même on y revient pour essayer de voir si on ne parle pas à une basse-cour dans cette affaire? Non, monsieur Beitoundi, vous savez, comme je l'ai toujours dit, les Occidentaux, en particulier la France, ils ont sous-estimé la maturité des peuples africains. Ils ont sous-estimé le sens de responsabilité des peuples africains. Aujourd'hui, que vous voyez un jeune dictateur comme M. Macron s'exprimer, vous vous rendez compte tout simplement qu'il n'est pas mature et il n'est pas responsable. Et il serait inadmissible que ces chefs d'État matures, responsables de leur culture anthropologique, pouvoir se mettre à répondre à M. Macron lorsqu'il y a la voie de la diplomatie, où ils vont torturer ce jeune dictateur, parce qu'il y a des courriers qui vont passer. C'est ça, c'est sur ce chemin qui démontre le sens politique des hommes d'État africains et le sens de maturité et de responsabilité dans la réciprocité des peuples souverains. Il est revenu un peu quelques années en arrière, quelques mois en arrière, quand M. Macron s'est retrouvé au salon de l'agriculture avec interpellation d'un jeune délinquant de rue en plein Paris qui se retrouve dans ce salon de coiffure, de ce salon d'agriculture, pour l'interpeller comme un chien. Un président qu'on appelle dans un salon d'agriculture et il s'est dit qu'il va appeler le président camerounais pour lui donner les injonctions. Mais vous avez vu la réaction qui s'est passée au Cameroun. Et la réaction du chef d'État camerounais, c'était une réaction diplomatique où la France avec ce jeu mesuré, pondéré, avec un sens de maturité d'homme d'État, sur la voie diplomatique, vous avez vu que le jeune dictateur, lui-même quelques jours après, est revenu tout seul sur ses propos, en avançant, en biaisant maintenant, comme s'il n'avait rien de grave, parce qu'il s'est retrouvé tout petit, minuscule, face à ces hommes d'État. Aujourd'hui, ce que M. Macron, le jeune dictateur Macron est en train de faire, c'est qu'il a vociféré sur ce micro en parlant de ce grand pays d'Afrique qui est notre continent, aux autorités en place maliennes, soutenues par le peuple, respectées sur les lois de la constitution malienne, où il appelle que c'est une junte. Voilà, cette expression revient, que ce soit des autorités françaises ou de la presse française, tous appellent jeunes. Et tout simplement, il y a, en fait de revenir sur une petite parenthèse, ce grand homme, monsieur le colonel président Vladimir Poutine, il nous a si bien dit, Mondovision, les Occidentaux, c'est un empire de mensonges. Ce qui nous vient à réveiller l'esprit de toute la jeunesse africaine, de savoir, nous avions été aliénés pendant des décennies, mais aujourd'hui, voici la différence entre les Occidentaux. Si, il fallait le dire, il y a deux races de blancs. Voici le bon blanc maintenant, qui est la Russie, qui vient nous dire que les Occidentaux, c'est l'empire du mensonge. Qui pouvait y croire? Donc, ce qui veut dire aujourd'hui,
Le jeune dictateur ne fait qu'exprimer ce que la dictature occidentale. Et le réalisateur nous montre une image. Une image qui démontre que. C'est amusante, là. Qui a des blancs. Parce que là, vous êtes en train de voir un blanc au cheveux noir et un blanc vraiment tout blanc. Alors, la logique est en train de montrer que vous êtes en train de voir encore une bastonnade qu'on est en train de donner. Ce n'est pas les journaux africains, c'est les journaux européens, c'est les journaux qui viennent d'ailleurs. Elles viennent d'ailleurs. Ce qui nous démontre qu'aujourd'hui, nous, la jeunesse africaine, nous devons nous réveiller et respecter la pondérance des chefs d'État africains. Parce que, je l'avais dit sur ce plateau, lorsqu'il y a eu les sanctions venant de la CEDEAO contre le Mali, j'avais dit sur ce plateau, vraiment, je dis merci à ce chef d'État qui était à cette, qui ont pris cette décision, parce qu'ils avaient pris la même feuille de route que la France les avait remis, et ils n'ont rien touché dedans, et ils sont revenus relire ça sur le plateau. C'était pour interpeller la conscience et la maturité des Africains de dire, voici le plateau en or maintenant, sauvez-nous parce que nous sommes ici, nous chefs d'État, nous ne pouvons pas jouer le même jeu qu'eux pour pouvoir faire une guerre qui est à l'encontre de la diplomatie. C'est vous maintenant, dans ce début du 21e siècle, qui allez démontrer dans votre maturité, arracher votre souveraineté dans ce combat, dans l'inégalité des sanctions qui ont été faites contre le Mali. Il faut voir qu'il y a eu rétropédalage entre 2-3 jours. Il y a eu le même Goulot Jonathan, il s'est remis encore en cause. Il y a eu M. Macky Sall, à l'époque qui était encore président et qui n'était pas encore en exercice de l'Union africaine, qui a compris que les Africains ont compris le message. C'est le moment pour lui aussi de voir la quintessence du fond que c'est en train de... Ça va asphyxier toute la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Nous avions vu aussi qu'il y a eu le même monsieur qui était le porte-parole de la signature de la Côte d'Ivoire, M. Ouattara, qui est revenu encore dire, non, calmez-vous, vous savez, moi, il faut que j'essaie de voir comment on va essayer de gérer ça. Ça veut dire, quelque part, nous avons une maturité de ces chefs d'État et que certains qui jouent le double jeu, ils seront en face de cette jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, les chefs d'État laissent la responsabilité à la jeunesse, car nous sommes face aujourd'hui de notre destin. Parce que la transition générationnelle qui est devant nous aujourd'hui, c'est à nous d'arracher ce défi, ce combat, parce que c'est la guerre qui est déclarée en Ukraine, nous démontre à nous aussi que nous étions déjà dans une décennie avec Afrimédia. C'était une guerre déclarée. Ce n'était pas seulement parce qu'on venait édifier, c'était la guerre. Et cette guerre, nous sommes en train de la continuer. Et grâce à aujourd'hui, à ce qui se passe dans le conflit en Ukraine, M. Poutine est en train de dire la vérité en face, ce que nous, Africains, nous ne pouvions pas nous permettre d'aller plus profond sans avoir la capacité de pouvoir justifier ou de pouvoir nous en sortir. Mais aujourd'hui, M. Poutine a dit aux Africains, l'Europe que vous voyez, ces Occidents, c'est l'empire du mensonge. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce n'est pas vous qui l'avez dit, c'est un grand chef d'État d'un grand pays qui a tout ce qu'il a besoin, qui a toutes les réserves aujourd'hui dans le monde. Est-ce que dans le fond, on peut comprendre les contradictions d'Emmanuel Macron? Les médias russes sont suspendus en France et dans l'espace de l'Union européenne, mais lui il refuse qu'un État souverain exerce les mêmes droits sur son territoire. Quand je dis le jeune dictateur, ça veut dire nous avions en face un dictateur. Ce dictateur est accompagné par certaines personnalités qui pensent tenir le monde dans leurs mains. Ceux-là qui ont récupéré en main la communication, le jeu visuel dans le monde, donnent l'ordre à M. Emmanuel Macron qui s'aventure en se contenant dans 2 poids 2 mesures. C'est le premier qui condamne la Russie, qui condamne la liberté d'expression, qui condamne sur les droits de l'homme, qui condamne le droit audiovisuel, qui condamne la presse et qui revient par ricochet maintenant en Afrique pour pouvoir interpeller, chercher
à Shanghai. Oui, c'est que c'est la même condamnation. Mais là, l'interpellation de M. Macron, c'est quelque part garantir les néocolons qui sont sur place en Afrique pour dire restez toujours, parce que vous savez, je tiens à vous aussi de tenir la brèche, nous sommes ensemble, parce que c'est ça qui continue. Est-ce que nous voyons aussi en Centrafrique que les Indo-colons qui sont sur place, ce sont les mêmes qu'on a. Mais manifestement, c'est grossier justement de suspendre des médias sous son sol et d'aller pleurer sur les mêmes les médias qui sont suspendus, ces propres médias qui sont suspendus. Revenons encore sur les thèmes, les mots avancés par monsieur le président de la Fédération de Russie, monsieur Vladimir Poutine. Les Occidentaux, l'Occident est un empire du mensonge. Ce qui veut dire, la démocratie qu'on vous a vendue, soi-disant universelle, c'est du pipeau. La liberté d'expression qu'on vous a vendue, c'est du pipeau. Les droits de l'homme qu'on vous a vendu, c'est du pipeau. C'est ce que monsieur Poutine est en train de nous dire, car il est sur le terrain et aujourd'hui il peut se libérer parce que il est en face avec un nouveau monde et il faudrait que nous, Africains, nous soyons en face pour ne plus écouter des injonctions d'un jeune dictateur qui vient se mêler en Afrique pour pouvoir déstabiliser l'emprise de votre vision que vous avez déjà à l'accompagner lui, parce que l'effet boomerang, c'est que nous allons nous retrouver à la sortie de la guerre de l'Ukraine, l'Afrique et la Russie. Merci. Alors, Henri Diamaté Mandin, communicateur aussi, historien, il y a quand même une contradiction extrême et même exagérée d'Emmanuel Macron. Richard Toudé, Sputnik sont suspendus sur le sol européen, mais lui se profane en condamnation, en grosses paroles, même des menaces. C'est une course en avant vers le pire pour le Mali, alors qu'en réalité, les Maliens n'en veulent plus de RFI et de France 24. Comment vous comprenez cette affaire? Vous savez, il est relativement jeune, on a pensé que quand il arriverait là, Macron allait être celui du renouveau de la France, la relation de la France et l'Afrique. Que n'ayant pas les obsessions, n'ayant pas l'esprit structuré par les névroses, les traumatismes de la colonisation, il allait être un homme neuf qui allait apporter une nouvelle vision, un nouveau soleil dans la relation entre l'Afrique et la France. Tout le monde s'est dit qu'il pouvait être Henri IV. Henri IV, c'était ce roi en plein milieu des guerres de religion catholique et protestant en 1400, se déchirait en France à la machette. Alors Henri IV, lui par sa naissance, c'était le siècle le plus violent de la France. Et Henri IV était dans une situation assez incroyable. Sa mère, c'était l'âme du parti protestant Jeanne Albrecht. Son père, Antoine de Bourbon, était le chef d'état-major de l'armée catholique. Et en épousant la reine Marguerite de Valois, son destin allait entrer dans la tragédie. On se disait que ce roi-là, il accumule en lui tous les ingrédients pour faire exploser la France, alors que c'est lui qui va sauver la France. L'édit de Nantes, il va sauver la France. Il va mettre fin à la guerre de religion qui déchirait la France depuis près de 40 ans. Et créer un pays neuf, un pays qui va se retrouver, qui va arriver au moment de la Renaissance, comme la période historique de la Renaissance, comme un pays qui peut se projeter en avant. Donc, c'est lui qui va sauver, qui va ramener, ce sera cet extraordinaire redressement. La France va symboliser entièrement la trajectoire d'un pays qui peut se développer, qui peut sortir de l'ornière, un pays qui peut être au cœur du monde, de la Renaissance historique du monde. Tout le monde avait pensé que Macron allait être celui-là, Henri IV. Hélas, il s'est perdu d'époque. Il est jeune, vous le voyez physiquement, il est vieux dans la tête. C'est un homme d'une autre époque. C'est-à-dire que, je ne sais plus comment on appelle ce... il ne se retrouve pratiquement pas. Il ne se retrouve pas. Il est perdu. Demande donne des injonctions à la CEDEAO. On se croirait revenu à une époque, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut qu'on le gratte pour lui dire que nous sommes en 2022. Il y a une nouvelle réalité. Vous ne pouvez plus, tous ces pays que vous hier, à qui vous donniez, les chefs d'État à qui vous donniez des ordres, ont non seulement
une opinion publique incroyable. Tous ces pays Ah ont oui, tous ces pays. une jeunesse Il qui y a a des moins... opinions publiques. Voilà, qui est forte. Il y a une jeunesse qui a moins... 90% de ces pays ont une jeunesse, jeunesse qui a moins de 25 ans. Et ensuite, l'Afrique est interconnectée. L'Afrique, c'est plus ce village isolé. C'est-à-dire qu'un pays, de façon isolée, vous pouviez faire quelque chose au Togo, tuer, couper la tête de Sylvanus Olympio, et ça allait passer par perte et profit. Personne dans le silence total. Non, c'est fini. Vous ne pouvez pas assassiner, couper la tête d'Ernest Ouandien et penser que l'Afrique ne sera pas au courant. Aujourd'hui, les gens partout en Afrique, ben, ça va bruire, ça va gronder, ça va hurler, ça va tonner. Du coup, les chefs d'État africains ont quelques préventions. Il nous reste leur esprit de quelques préventions. Lorsqu'ils gèrent leur pays aujourd'hui, ils comprennent qu'il y a une opinion publique africaine qui compte, qui existe, qui est forte, et qui peut peser sur la balance. Donc, Macron, il ne l'a pas compris. Vous voyez, en Centrafrique, c'est rodomontade en Centrafrique, démontre son amateurisme politique, sa jeunesse, c'est incroyable, mais c'est incroyable que parvenu à un stade aussi élevé de la praxis politique, qu'il soit arrivé à, magistrature suprême, à manquer de lucidité, voilà, dans la gestion, dans la vision des choses, de la réalité politique dans un peuple, c'est-à-dire dans la gestion d'un pays comme la France. Mais il ne comprend pas que l'Afrique, tout a changé. Il vient, il dit aux Maliens, il dit à la CEDEAO, voyez, il faut renforcer l'agenda des sanctions contre le Mali. Je vais en parler au président Nana Akufo-Addo. Mais il se croit, il se trompe d'époque. Mais on n'est plus à l'époque, je ne sais pas, Henry Morton Stanley, du colonel Lawrence d'Arabie. On est à une époque, on est en 2022, les choses ont changé et vous ne pouvez pas. Il y a un principe de réciprocité qui s'applique aujourd'hui. Je pense que les médias africains, ils aiment bien, les médias européens aiment bien parler de questions africaines, essayer de pérorer ce qui se passe en Afrique. Je pense que demain, il faudra qu'on parle de l'affaire Colonna. Ah oui, Colonna, c'est ce gars qu'on prétend avoir assassiné, on dit qu'il a assassiné le préfet Erignac, le préfet de la Corse. Mais tout le monde sait que ce n'est pas Colonna, Ivan Colonna, qui l'a tué. Et on est parti chercher un pauvre bougre de négro pour aller lui tordre le cou. Alors que tout le monde sait que si Colonna ouvre sa bouche, mais beaucoup de gens sont mouillés dans cette affaire, dans le système, parce que Yves Colonna en sait trop. Mais aujourd'hui, les médias européens, surtout français, ils cadenassent ça, on ne va pas parler de ça. C'est une affaire franco-française. Mais quand c'est pour parler du Cameroun, du Mali, la Centrafrique, ils paieront à longueur de journée. Mais là, l'affaire Colonna démontre la perfidie, la malhonnêteté des médias français et européens qui tous connaissent la vérité. Ils connaissent la vérité sur la mort du préfet Erignac. Ils savent très bien ce qui s'est passé. Ils sont allés chercher un pauvre bougre en prison. Ils l'ont libéré à la va-vite, alors que même ils disent que c'est un dangereux djihadiste. Ils l'ont libéré à la va-vite. Et voilà, et le jour au lendemain, on apprend que c'est lui qui a tordu le cou à Ivan Colonna. Aujourd'hui, toute la Corse est en feu parce que Ivan Colonna fait partie d'une grande famille d'indépendantistes corses. Et aujourd'hui, les Corses n'acceptent pas ça. Ils trouvent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que eux aussi sont en droit de demander leur indépendance. Et la bouche bée pour les médias français. Oui, tous les médias français. Au Mali, ça allait on allait dire que voilà, il y a des peuples qui sont fatigués de l'hégémonie malinquée, qui sont les peuples qui souffrent. Il y a les Mossis qui souffrent vraiment de la violence de l'armée malienne, des Famas qui veulent absolument tuer les Mossis, qui veulent exterminer les Diola, qui veulent exterminer. Donc, mais nous aussi, je pense que les médias africains seraient avisés de se poser des questions sur les velléités indépendantistes de la Corse et savoir pourquoi les Corses demandent leur indépendance.
Pourquoi on n'amène pas ça aussi à l'ONU pour demander à l'ONU que, mais voilà, on doit respecter les droits des minorités. On doit respecter les droits des minorités. Oui. On doit respecter les droits des minorités. Nous tous, nous voyons qu'en Corse, les droits, il faut qu'on accuse aussi l'État français de génocide en Corse. Oui, il y a des actions qui sont menées dans le sens des brimades qui sont exercées sur le peuple corse qui manifeste sa volonté d'indépendance. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. On va en parler. Les prochains jours vont nous édifier. À la moindre manifestation en Corse, je pense qu'il faudra faire des émissions dessus. Il faudra que les journalistes africains puissent s'interroger dessus et qu'on puisse demander à l'ONU, je crois, d'amener vite les casques bleus là-bas en Corse pour essayer de voir comment. Il faut aussi qu'on crée une opération Takuba là-bas pour voir comment. Ah oui, qu'ils essayent aussi de comprendre ce que l'impression que ça fait chez nous. Ah oui. Quand Boko Haram est armé pour frapper les Camerounais, pour frapper les Nigérians, pour frapper les Tchadiens, ah ben, je pense qu'ils doivent aussi comprendre qu'en Corse, on ne s'amuse pas. Il est grand temps que l'ONU puisse se pencher dessus et voir comment, dans quelle mesure les casques bleus peuvent être emmenés là-bas. Nous aussi, on est fatigués d'eux, qui rentrent chez eux, qui rentrent et résoudre leurs problèmes chez eux. Mais il a dit qu'il partait du Mali. En quoi les situations maliennes l'intéressent tant? Ah, voilà une autre question. Ils ont dit qu'ils partaient du Mali. Ils ne sont pas parentés aux Maliens. Ils n'entretiennent aucune relation de parenté, aucune parentèle de quelque nature que ce soit. Les autorités maliennes leur ont signifié plusieurs reprises, monsieur, on a chargé de vigile. On veut un nouveau vigile. On nous en a trop volé les télés, nos magnétoscopes, nos frigidaires. On veut changer de vigile. Mais l'ancien vigile refuse. Il dit que le nouveau vigile est dangereux. Il est dangereux, c'est un ancien voleur. Mais où est son problème là-dedans? Alors, que signifie une course en avant vers le pire d'Emmanuel Macron? Non, c'est des rodomontades de vaincus. C'est des gens, c'est-à-dire que il faut comprendre que c'est des gens qui ont perdu tout sens de la raison. À dire le Mali se précipite. Comment un État souverain? Comment un État qui est en guerre? Un État qui se bat pour recouvrer son intégrité territoriale, ramener la paix sur son territoire. Vous dites à ces gens-là que vous allez vers le pire. Mais c'est incroyable. Et le pire peut donc être quoi pour Emmanuel Macron? Et si on peut entrer on peut canaliser cette affaire d'Emmanuel Macron, une course en avant, pas en arrière, une course en avant vers le pire. Mais vous les connaissez. Ce serait armer rapidement tous les petits brigands qui tournent dans le désert et susciter des rébellions à gauche et à droite. C'est ça le pire. N'oubliez jamais. Ah, c'est ça le pire. Oui. Quand le Zaïre, à l'époque, le Congo, on n'avait jamais vu ça en Afrique. En 67, dire le Congo arrivait à peine à penser ses plaies des multiples rébellions de l'Union congolaise et tout. Mais on a vu des bandits débarquer, s'emparer des villes les unes congolaises les unes après les autres. Bukavu, Kisangani, les villes les plus importantes du Congo, et menacer Kinshasa. C'était qui? C'était les multinationales européennes qui avaient armé ces gars, et c'était les gens Schramé. Le Bob Denard, c'était le Bob Denard, c'est le lieutenant. Les gens Schramé, le Bob Denard, les Lopez, mais des fripouilles. Mais ces gens-là ont rendu d'immenses services à la France. Hein? Qui ne sait pas comment c'est Bob Denard qui faisait et défaisait tous les chefs d'État? Qui ne sait pas ça? Tous les efforts. Et ces gens ont été utilisés pendant longtemps. Il y avait un autre en Centrafrique qui s'appelait Mention. Mais c'est voilà des grands bandits. Et qui, au soir de sa vie, a été décoré par les services secrets français. Hein? Était décoré au rang de colonel. Mais ce sont des gars comme ça qui faisaient la pluie le beau temps, représentaient la France. Officiellement, représentaient officiellement la France. Mais étaient des barbouzes. Mais des bandits. Barbouzes, c'est un euphémisme. C'était de vulgaires fripouilles. Des bandits de grand chemin. Mais des gens, vous ne pouvez pas prendre votre fille et vous donner à ce genre de brigands. Mais ces gars-là représentaient la France. Quand ils disent, ce sont des entrepreneurs du chaos. Dans leur tête, c'est quoi? Se dire, bon, Maliens, comme vous êtes têtus, pour éviter que cela ne fasse tache d'huile dans les autres pays africains,
il faut rapidement arrêter la chienlit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il faut rapidement créer une rébellion à gauche et à droite. Sauf qu'ils sont tombés très mal. Ils sont tombés très mal. Le monde, la configuration mondiale, il y a une nouvelle configuration mondiale qui a radicalement changé les données au monde. Aujourd'hui, l'Afrique n'est plus l'Afrique d'hier. Il y a une nouvelle Afrique. Il y a un nouveau comportement. Donc, ce qui fait que dans un pays comme le Mali, ça devient très difficile parce que... Ah, c'est très difficile. Oui, c'est très difficile. Parce que cette déclaration à l'emporte-pièce. C'est très difficile. C'est très, très difficile. Imaginez-vous que dans un pays comme le grosse étendue du Mali, aujourd'hui, hier, vous avez des rébellions à gauche et à droite. C'est chaque peuple. Il y avait cette sorte d'exaltation du sentiment communautaire. Chaque communauté se repliait avec ses soldats, avec ses armes, avec ses leaders politiques qui la représentaient, en disant aux gens, ben, c'est votre pays. Donc on a même ressuscité de vieux empires, c'est-à-dire des vieilles configurations qui n'existaient pas. On vous dit le vieil empire Bambara du Karta, le vieil empire du Fouta. On vous dit le vieil empire tout couleur. Mais c'est-à-dire des choses qui n'existent plus depuis 200 ans, 300 ans. Mais on a eu des résurgences au Mali qui se faisaient avec la bénédiction de la France, avec la bénédiction du Quai d'Orsay. Ils ne peuvent pas se cacher. Ils ne peuvent pas se cacher aujourd'hui, nous le savons. Nous le savons très bien. Ils ne peuvent pas se cacher. Donc, ce qui fait que la présence des instructeurs russes, que certains Africains très frileux qui sont en train de dire on parle d'un impérialisme à un autre nom, qui peuvent penser comme ils veulent. Aujourd'hui là, avec la présence russe, nous on veut que la présence chinoise se renforce aussi, qu'elle se double d'une action militaire, d'une force militaire, pour permettre à l'Afrique d'avoir une force de réaction rapide. Si les Africains, je l'ai toujours dit, si les Africains n'ont pas la capacité de se défendre, les Africains seront à la merci des gens comme Macron. Ils seront à la merci de la finance internationale. Parce que c'est la finance internationale. La finance internationale, c'est quoi? Ce sont ces multinationales. Ce sont ces multinationales qui empêchent qu'un pays comme le Mali soit en paix. Un pays comme le Mali soit libre. Vous allez trouver 20 000 soldats au Congo. 20 000 soldats au Congo de l'ONU. Mais c'est le pays où il y a le plus de violence en Afrique. Merci. C'est curieux. On va revenir à vous, Henri Diabaté Manding. Alors, très rapidement au standard, je ne sais pas si de ce côté-là on a des appelants. On va les prendre très rapidement. En 5 minutes, je crois 5 ou 10 minutes. Est-ce que nous avons des appelants? Est-ce que nous avons des appelants? Bien voilà, très rapidement, merci à vous pour cette analyse, Henri Diabaté Manding. Avec ce parallèle en ressortant la Corse et cette situation très très tendue de ce côté, mais dont on n'en parle pas. RFI ne court pas là-bas, France 24 ne fait pas le tam-tam chaque jour là-bas. On appelle encore ça comment? Appel sur l'actualité, quelque chose de ce genre. Ça ne fait pas le tam-tam de ce côté. Mais chaque matin, ça fait le tam-tam en Afrique. Alors, Linda Larbaoui, on va en Ukraine. La situation, pratiquement une autre contradiction pour Emmanuel Macron entre les diplomates ukrainiens et les diplomates russes. Ça n'a pas marché, Madame Linda Larbaoui. Pourquoi ça n'a pas marché dans cette négociation-là qui était probablement attendue? Il faut s'attendre à ce que Zelensky, il faut aussi qu'on sache que Zelensky ne peut pas négocier de lui-même. Hein. C'est ceux qui l'ont mis en place qui vont lui donner l'autorisation de négocier ou pas. Et pour le moment, il a fait des propositions, mais les Américains n'ont pas suivi, les Français non plus. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est les Français qui étaient chargés de faire respecter les accords de Minsk. Donc il y a déjà ce point. Le deuxième point, c'est que Poutine a tout son temps. Tout le monde pense que on va plus les Russes
durent dans cette guerre, plus ils sont dans la panade. Moi, je suis pas d'accord avec cette analyse. Ça, c'est une guerre qui a été préparée depuis 1991. Elle n'est pas arrivée du jour au lendemain. Les Russes se sont préparés au pire depuis cette époque-là. Et quand on est arrivé en 2014, et puis il s'est passé ce qui s'est passé dans le Donbass, tout ça, et aussi par rapport à la CIA qui a placé Zelensky parce que ça les arrangeait plus que d'avoir un chef d'État pro-russe. Donc c'est les Français et les Allemands qui ont calmé le jeu, et c'est les Français qui étaient chargés pour faire respecter tout ça. Les Français n'ont rien fait, et à chaque fois que Monsieur Poutine a essayé de faire respecter ces accords-là, on lui a dit on peut attendre, on peut, et puis on a fait marcher les choses jusqu'au moment où ça a explosé, et Monsieur Poutine a décidé de faire respecter les choses de lui-même, donc tout le monde s'étonne. Les Français ils n'ont pas les moyens aujourd'hui de calmer les choses ou de faire quoi que ce soit. L'Europe non plus. J'ai appris ce matin qu'ils ont mobilisé une petite armée de 5000 personnes au cas où ça dégénère un petit peu côté Europe de l'Est, en dehors de l'OTAN. Hein. Donc l'Union européenne s'est préparée, ils ont préparé 5000 personnes. Mais ces 7000 personnes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec la première force nucléaire dans le monde? Ils font rien du tout. Et puis, ils n'ont pas les moyens non plus de rentrer en confrontation avec la Russie. Personne ne veut rentrer en confrontation avec la Russie. Et Emmanuel Macron, lors de sa visite, ou même les échanges téléphoniques, j'ai entendu la porte-parole du ministère de la Défense russe, qui parle très bien l'arabe d'ailleurs, et qui dit Macron, il donne des idées, mais il nous dit pas comment on peut réaliser. Et elle dit, à la limite, notre président, parlons de Monsieur Poutine, elle dit, il n'a pas confiance en lui ni en la France, parce que c'est un pays qui n'a jamais respecté ses engagements, et c'est un pays qui a toujours été contre la Russie. Voilà, je vous répète textuellement ce que cette femme a dit. Donc, et Emmanuel Macron, aujourd'hui, il est candidat. Il veut se faire réélire une deuxième fois. Et il n'a pas les moyens de faire face à tous les problèmes qu'il rencontre, que ce soit des problèmes qu'il a créés lui-même, parce que les Gilets jaunes, c'est lui qui a créé le problème. Il n'a pas voulu négocier, il n'a pas voulu les écouter. Les accords de Minsk, si à l'époque Hollande n'a pas fait les choses, lui, il a vu que la situation commençait à s'envenimer, il aurait pu mettre le haut là et puis voir avec la Russie comment ils peuvent calmer les choses. Il a rien fait. Au Mali, il a rien fait. Partout, il a rien fait. Et il a échoué. Il a échoué dans tout ce qu'on lui a confié au départ. Les gens qui l'ont mis en place, malheureusement, ils n'ont personne d'autre. Quand on voit la politique française, on en a déjà parlé sur Afrique Média. Aujourd'hui, on va mettre qui à la place de Macron? C'est pas Marine Le Pen, c'est pas, il y a personne d'autre. On a fait le vide. Il y a un véritable vide politique au niveau de la France. Et ça, c'est un travail qui a été fait par les Américains. Lors de mai 68, quand le général de Gaulle s'est retiré, c'est Georges Pompidou qu'on a mis en place. Et Georges Pompidou avait les mêmes patrons que Emmanuel Macron aujourd'hui. Il travaillait pour les Rothschild. Donc, depuis cette époque-là, on rentre dans comment je peux dire, on est rentré dans, il y a plus de partis politiques costauds, il y a plus rien. En France, il y a plus rien. Aujourd'hui, en France, on vote par dépit, et c'est ça qu'il espère aujourd'hui, Macron. Il espère qu'il y ait un vote, et puis les gens voteront pour lui parce que Marine Le Pen, c'est pas bon, parce que Zemmour, c'est pas bon. Il peut faire ce qu'il veut au niveau de la Russie. Aujourd'hui, les Russes, ils ne peuvent pas faire confiance. Et ça a été dit, je le répète encore une fois, toutes les données font que la dernière personne que Poutine écoutera, c'est bien Emmanuel Macron.
et il peut y avoir des contradictions dans ce qu'il dit. Il peut faire des propositions. De toute façon, l'Europe s'est terminée avec toutes leurs conneries. Aujourd'hui, l'Union européenne est confrontée à un véritable problème parce que les chiffres, on les donne pas. Mais quand on arrive à près de 7 millions de réfugiés qui arrivent en famille et il faut loger, on a réquisitionné même des mosquées en Europe. Alors que pendant des années, on a fait de la guerre aux mosquées. Aujourd'hui, on demande aux mosquées est-ce qu'elles peuvent recevoir des réfugiés. Est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est 7 millions de personnes, la moitié, c'est des enfants qu'il faut héberger, il fait froid, donc il faut les chauffer, il faut leur donner des vêtements, c'est énorme. La France n'a pas les moyens ni de parler avec Poutine, ni de discuter, ni de faire des propositions. Elle a déjà pas les moyens. Pour nous qui vivons en France, même pour les gens qui travaillent, ils risquent, moi ça fait, quand je vois ce qu'il y a autour de moi, les sociétés qui ferment, il n'y a que ça. Quand j'étais à Paris la semaine dernière, une boutique sur 4 ou sur 5 marquée dessus, bail à céder, à vendre. Voilà ce que nous vivons en France aujourd'hui. Et avec la crise du Covid, maintenant c'est l'Ukraine. Macron n'a pas les moyens de faire face. C'est ça. Et il ne peut qu'être contradictoire dans ses paroles. Travail fait par la réalisation avec cette cartographie qui d'ailleurs nous a représenté et repassé en revue ces différentes zones pour comprendre pratiquement la conclusion de Mme Linda Larbahu. 7 millions de personnes pratiquement qui veulent le logement, qui veulent la nourriture, qui veulent l'hébergement, en fait, qui veulent le chômage, parce que c'est la période. Alors, Nguchi Behanza, vous y trouvez aussi. Quelle est la lecture que vous faites de ces contradictions d'Emmanuel Macron et surtout la réalité de cette guerre-là qui aujourd'hui, justement, est un effet boomerang face à la France et surtout à l'Europe? Est-ce Nguchi Behanza avec nous? Alors, des soucis, Monsieur Diarra, peut-être on va aller de l'autre côté du Mali, on quitte Paris pour aller au Mali avec Monsieur Diarra. Est-ce que Monsieur Diarra est avec nous? Alors que la France, Emmanuel Macron, fait de menaces, intime désordre à la CEDEAO, chez lui, en réalité, il y a problème. Il y a problème avec la guerre en Ukraine. Il est obligé justement de se pourfendre en contradiction. La réalité du terrain est dure. Monsieur Diarra, quelle lecture pour vous? Ok, merci. Je précise à nouveau, Monsieur Diawara. C'est bien. Monsieur Diawara, merci. Monsieur Diawara. Ok, merci. Bon, en fait, ce qui se passe du côté de l'Ukraine, notamment, nous dirons même en Europe, nous dirons qu'il y a même plusieurs contradictions. C'est même pas qu'une contradiction, parce que vous savez, non seulement Macron qui clame haut et fort l'Europe de la défense, nous le voyons de l'autre côté embourbé dans un dossier de l'OTAN qui en réalité ne fait que les affaires des États-Unis. Aujourd'hui, les réfugiés, l'Europe a déjà accueilli, en tout cas aurait accueilli déjà 3 millions de réfugiés. Oui. Au même moment, nous avons des informations que certains réfugiés ukrainiens sont bloqués entre le Mexique et les États-Unis. Tout à fait. C'est une crise provoquée par les États-Unis et qui aujourd'hui fait payer des conséquences très chères, des conséquences très lourdes en Europe. Donc les contradictions, je crois que Emmanuel Macron, il n'en finit pas. Il s'embourbe dans des situations qu'il ne maîtrise même pas. Il a même fait perdre à la France, ce qui est très grave, sa position présumée traditionnelle, c'est-à-dire être médiatrice dans des dossiers, dans certains dossiers. Cette fois-ci, c'est à quoi nous assistons, c'est que non seulement la France prend parti, et ce qui est grave, c'est que la France a laissé ses mercenaires rejoindre l'Ukraine. Aujourd'hui, nous sommes au début, en tout cas, c'est malheureux, mais c'est à quoi nous assistons, c'est une troisième guerre mondiale qui ne dit pas son nom. Parce que nous avons tous les mercenaires de l'OTAN aujourd'hui
qui sont en train de combattre les forces russes en Ukraine. Et c'est très dommage que certains continuent de dire que c'est une guerre russo-ukrainienne. Cette opération va au-delà de l'Ukraine. C'est tous les nazis, tous les extrémistes qui ne jurent que par le sang, qui ne jurent que par la suprématie de la race blanche, qui se retrouvent aujourd'hui en guerre contre la Russie sur le territoire ukrainien. Donc, il est très normal. On ne peut pas comprendre. Les États-Unis qui ont fait des guerres jusqu'en Afghanistan, en Irak, en prétextant que c'était pour défendre les États-Unis, c'était pour leur sécurité. Aujourd'hui, c'est très dommage de voir cette même puissance dire que les Russes n'ont pas le droit de mener une opération face à une menace qui est quasiment à leur frontière maritime et terrestre. Donc c'est l'incohérence totale, c'est la contradiction totale. Si la France par le passé, la France qui envoie, notre contradiction, qui envoie ses hommes combattre au Mali, soi-disant que c'est la sécurité de l'Europe, venir combattre au Sahel, foutre tout le bordel, toutes les conneries au Sahel, ne veut pas aujourd'hui accepter que la Russie fasse le ménage à ses frontières. C'est la contradiction totale. C'est ce que nous ne comprenons pas. Au moment où la France pleure, en train de pleurnicher pour garder des troupes au Sahel, en train de quémander la pitié du Niger et du Burkina et du Tchad pour avoir des hommes au Sahel, soi-disant pour la sécurité de l'Europe. Et cette même France refuse au risque aujourd'hui d'intervenir où les populations russophones sont massacrées. Ça, c'est qui est très grave, c'est la contradiction totale, c'est ça qu'on ne comprend pas. Je pense aujourd'hui, l'Occident est, en conclusion, moi je dirais que l'Occident est victime de ses propres complots. L'Occident est victime de sa propre trahison. L'Occident est victime de sa vision impérialiste du monde, le fait de vouloir tout imposer aux gens. Ils ont du mal aujourd'hui à s'exprimer face aux risques. J'ai suivi l'intervention de la conférence de presse de monsieur le ministre, son excellence Sergei Lavrov. Ils ont du mal aujourd'hui à convaincre les Russes qu'il n'est pas bon d'intervenir sur un autre État pour sa sécurité. Comment doivent-ils justifier leur intervention en Libye? Ils ont fait renverser un régime et à présent la Russie n'a pas renversé le régime ukrainien, même si c'est un régime néo-nazi, un régime fasciste. Comment vont-ils? La Libye considère quelle menace pour la sécurité de la France? Aucune menace. Ils avaient même des marchés. Comment doivent-ils justifier leur intervention en Côte d'Ivoire pour extraire Laurent Gbagbo de son palais? Et aujourd'hui, dire que c'est que la Russie fait de l'autre côté en Ukraine, ça ne passe pas. Ils ont eu à faire pire. Comment vont-ils justifier que dans le passé, ils ont eu à doter l'Irak des armes chimiques pour bombarder les populations iraniennes? Aujourd'hui, je pense que l'Occident est face à son histoire. L'Occident est victime de sa trahison, est victime de tous les complots qu'il a eu, de tous ces mensonges. Et je pense aujourd'hui l'Occident est à court d'arguments, non seulement face à la Russie, mais face au monde libre. Aujourd'hui, les peuples opprimés sont en train de se soulever et je crois malheureusement l'Occident manque des arguments solides pour essayer de les ramener, de les rabaisser dans ce dont ils ont toujours été soumis. Aujourd'hui, c'est à quoi nous assistons, c'est le bouleversement du système de gouvernance mondiale. Il faut que l'Occident accepte cela. C'est un réveil brutal. Peut-être qu'ils ne s'étaient pas préparés à cela. Peut-être cela arrive un peu trop tôt pour eux. Mais malheureusement, la machine est en marche. Les populations vont se réveiller. Des moyens, nous voyons l'Iran, nous voyons les Libanais, à travers les Hezbollah, nous voyons les Yéménites qui sont en train de dire non. Et ici en Afrique, nous voyons le Mali, nous voyons la Centrafrique, nous voyons le Cameroun qui nous permet d'avoir Afrique Média. Aujourd'hui, nous sommes contents de voir des jeunes Sénégalais qui viennent au Mali. Ils doivent marcher 1300 km. Ils sont en train de faire cela à pied. Ils sont non loin de Bamako. Ils sont à quelques centaines de kilomètres de Bamako. Nous allons les accueillir à bras ouverts pour briquer l'embargo, pour manifester leur solidarité. Aujourd'hui, l'Occident, tout simplement,
c'est la fin des modèles. L'Occident, c'est la fin de tous les crimes contre l'humanité. Je pense que l'Occident, c'est malheureusement la fin des mondes unipolaires. Malheureusement, ils ne veulent pas comprendre cela. Et si cela doit passer par des guerres, je pense malheureusement on doit passer par là. Mais c'est ce qui se passe. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des contradictions partout. Et malheureusement, nous ne sommes qu'au début de ces contradictions, puisque l'Occident est en réalité en guerre contre lui-même. Mais avec personne, parce que l'Occident a bâti son empire, son mauvais empire, son faux empire, sur les sangs des peuples opprimés, a bâti son empire sur les mensonges, et malheureusement, comme le dit, comme un proverbe africain le dit, tôt ou tard, le piège des mensonges finira tout par tomber de lui-même. Merci. Très excellente analyse, Monsieur Issa Diawara. C'est pas Diarra, c'est Issa Diawara. Très excellente analyse. Merci pour ce fond justement que vous avez touché dans ces contradictions occidentales qui sont aux yeux du monde. Même les aveugles arrivent à voir. L'Ukraine est frontalier de la Russie. D'ailleurs, la Russie ou l'ancienne république de l'URSS est née justement à Kiev. Alors, comment refuser à la Russie de faire la paix à Kiev et venir s'octroyer le droit de faire la paix à des centaines de milliers de kilomètres au Sahel? Voilà une histoire qui doit faire l'objection de la conscience même africaine, la simple conscience. Merci, monsieur Issa Diarra. Alors, Henri Diabaté Mandeng, je reviens à vous, excusez, Simon et Samuel Djounedayumi, parce que vous êtes quand même vous êtes un historien à la base. Ce que monsieur Issa Diawara vient d'évoquer là est une affaire, même si vous êtes aveugle, vous êtes obligé de voir. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire qu'il a la grosse lucidité de faire cette analyse-là, de comprendre que sur l'inanité de la présence française dans cette zone. Oui, parce qu'avec la complicité de la régie, on va revenir sur la carte, la Russie et l'Ukraine, on pourrait prendre la France et le Mali, des centaines de milliers de kilomètres. Donc oui, c'est des centaines de milliers de kilomètres. Et voilà la carte devant nous. Oui. Je pense que la France est plus proche de l'Ukraine que du Mali. Que le Mali. C'est là-bas où je pense que, puisque selon la France, l'Ukraine et la Russie c'est l'oppresseur, oui. L'Ukraine c'est des terroristes, oui. C'est des génocidaires, je pense que l'urgence, c'est d'aller pour chasser les Russes. Les Russes. C'est là-bas l'urgence. Au Mali, il n'y a pas d'adversaire anti-français au Mali. Ce sont les Maliens qui laissent les Maliens avec leurs propres contradictions, que les Maliens entre eux puissent résoudre celles-ci. Donc, mais qu'est-ce qui se passe? Vous dites quelque part, nous on s'en va, on ne veut plus être là dans cette zone, on s'en va. Et puis, vous commencez à créer un calendrier en disant, non, on va partir dans 6 mois. On va partir de façon, on va échelonner un agenda pour le départ, mais on ne comprend pas. Et ensuite, vous dites, non, on ne va pas libérer la zone, on va maintenir un certain nombre de soldats dans la zone. Alors qu'il y a une autre région où il y a vraiment, il y a urgence. L'Ukraine, c'est là où il y a l'urgence. Il y a péril à la demeure, ça brûle là-bas. Mais je pense que l'incendie, il faut des gens pour éteindre l'incendie. Ils n'y vont pas. Ils viennent là, dans cette zone, parce que il faut comprendre que Macron est l'otage des milieux d'affaires. Et cette bourgeoisie d'affaires qui a beaucoup d'intérêt dans les mines, lui réclame les marchés. Il faut qu'il soit partout où il peut avoir de l'argent, ils peuvent se faire de l'argent, et curieusement, c'est là-bas où ils mettent le feu. Donc, dans ces zones. Donc, de plus en plus, ils perdent en Centrafrique, que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Mali, leurs intérêts sont en passe. Ils ont perdu le maximum d'intérêts. Ça fait que dans les pays où traditionnellement, ils ont une sorte de prééminence, aujourd'hui de prépondérance, aujourd'hui,
ils constatent de plus en plus qu'ils sont supplantés par de nouveaux acteurs qui sont sur le marché et qui les gênent manifestement. Donc, c'est pourquoi la France réagit. Et la France ne tire pas les leçons d'un certain nombre de situations. C'est pour ça que je vous ai convoqué après cette analyse, très brillante analyse d'Issa Diawara, pour nous ressortir les ressorts historiques sur lesquels la France serait peut-être appuyée. Vous avez ressorti un premier ressort avec cette situation évoquée. Mais, la France ne lit pas l'histoire, que la marche de l'histoire est en train d'échapper. Oui, la France ne lit pas l'histoire. Vous savez, De Gaulle a sauvé la France dans les années 50. Parce qu'il a donné à la France, il a su résoudre la question de la décolonisation. Oui. La phase qui était cruciale, parce que la France était empêtrée avec une grosse épine dans son pied qui s'appelait la décolonisation. La France n'arrivait pas. Elle perdait en Indochine, l'Algérie, insurrection en Algérie, insurrection au Cameroun. Un peu partout, l'Empire français était en train d'être perforé. Il se fissurait. Donc, De Gaulle, lui, l'a su. C'est vrai que c'est avec malhonnêteté qu'il a suggéré cette décolonisation. On a les accords mais ça a servi aux 30 glorieuses. C'est-à-dire que pendant 30 ans, la France a eu la bombe atomique, la force de frappe. La France est sortie du commandement intégré de l'OTAN. Elle a assumé son indépendance. Elle a assumé son indépendance énergétique aussi, au prix de l'uranium du Niger, de Centrafrique, de tout, mais les politiques de plein emploi du Francfort. Est-ce que justement cette géométrie-là est encore possible dans les contradictions que nous voyons là? Non, mais peut-être que la France n'a plus cet avantage comparatif des années 60. Mais la France aurait dû se regarder l'histoire, le sens de l'histoire, et discuter et créer les conditions d'un vrai partenariat avec les Africains. Voilà. Mais les Français sont restés, ils regardent les choses de 2020, ils analysent les questions de 2022 avec les yeux de 1960. Ils sont complètement perdus, ils se perdent d'époque. Ils ne comprennent pas qu'il y a une nouvelle génération qui n'a nourri pas son esprit de névrose, de traumatisme, d'obsession comme nos pères. Cette nouvelle génération piaffe d'impatience, cette nouvelle génération a la formation intellectuelle nécessaire, cette nouvelle génération vit dans un monde qui est devenu un petit village et qui connaît ce qui se passe chez tout le monde, donc qui connaît les faiblesses des uns et des autres. Donc, et il y a de nouveaux acteurs. La géostratégie mondiale fait qu'il y a de nouveaux acteurs sur le terrain qui bouleversent carrément l'équilibre du monde, l'équilibre hérité de la Deuxième Guerre mondiale, dont le pacte... Et la France reste avec un discours colonialiste ouvertement de la Troisième République, un discours de 1940, un discours de 1940, 1930, 1940, où écrit au loup, lorsqu'elle n'hésite pas... Autrefois, on disait ce sont des communistes. Les Africains qui osaient se rébeller, qui osaient réclamer l'indépendance, on disait ce sont des communistes, ils sont vendus à Moscou. En 2022, on dit non, ils sont achetés par Moscou. Moscou les a achetés. Vous réclamez votre indépendance, vous réclamez votre autodétermination, on prétend que vous êtes achetés. On va revenir à voir un autre. Donc, c'est une aberration. Alors, Simonde, est-ce que vous comprenez, Macron, dans cette situation? Vous avez suivi Issa Diawara, mais vous voyez aussi une émission très fournie en représentation cartologique. Vous voyez, pratiquement, la France, qui quitte à des centaines de milliers de kilomètres, vient chercher la paix au Sahel et n'arrive pas à faire la paix en Ukraine alors que ça brûle. Et le boomerang des réfugiés, ils ne font que venir en France et en Europe. Mais il faudrait savoir déjà d'où vient Macron. Quand vous voyez une tortue sur un mur, c'est qu'on l'a posée. Une tortue ne vient pas sur un mur. Et de deux, vous savez, l'enfant comporte... Macron, c'est la tortue au mur. Bien sûr. Ok, vous avez bien compris. L'enfant qu'on porte sur le dos ne mesure pas la distance qu'on parcourt. Monsieur Macron, il est sur le dos des Africains. Tous les efforts que les Africains font, il ne se rend même pas compte parce qu'on le porte. Il ne connaît même pas la distance que les gens parcourent avec lui. Depuis les indépendances, les pays africains ont fait des efforts. On a porté la France sur le dos pendant des milliers de kilomètres. Comme l'enfant ne connaît pas le poids, la souffrance, mais il se dit qu'à n'importe quel moment, il peut se lever, dire n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment.
Pour lui, c'est le... Ah oui, comme il est sous le dos là, il met et vous savez... Ah, vos proverbes, Simon, ils vont souvent loin. Et vous savez bien que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Depuis des années, depuis De Gaulle jusqu'à aujourd'hui, la France pense que les pays africains, ce sont des petits villages à qui ils peuvent aller faire n'importe quoi, n'importe quand et n'importe... C'est-à-dire n'importe comment, avec condescendance. Ils disent ce qu'ils veulent. Ils viennent, ils font ce qu'ils veulent. Vous ne pouvez pas imaginer que M. Macron, qui se croit tellement fort, tellement puissant. Attends. Barkhane était au Mali. L'autre, comment il appelle l'autre? Takuba. Takuba était là. Oh, les chats du Mali, on les prendre pour aller en Ukraine. C'est ça le fond de la Moi, question. je ne comprends pas. Il ne peut pas les amener. L'Ukraine est aussi loin que ça de la France. C'est trop loin par rapport au Mali. Non, attendez, vraiment, moi, je voulais comprendre. Non, il faut pas que... Il faut que Macron prenne ses Takuba et les machins pour aller en Ukraine. Toute l'Union européenne. Pour aller combattre la Russie. La Russie les attend, ils montent par là-bas, ils disent qu'ils vont rester au Mali. Ils veulent aller au Niger. Le Niger n'a pas de problème. Attends, moi, je ne comprends pas ce que... Le Niger a refusé. Mais bien sûr. Le Burkina est en train de refuser, il veut forcer. Finalement, vous êtes dans la maison de quelqu'un. Il prend la maison brûle. Vous dites que vous allez l'aider à éteindre le feu. Vous ne réussissez pas. Il appelle le voisin. Vous dites non, monsieur, je ne veux pas de voisin. Laissez la maison brûler. Mais attends, moi, je ne comprends pas ce pays qu'on appelle la femme. Il faut mettre un thème à cette histoire-là. Il faut que tous les pays africains se mobilisent pour dire on n'en veut plus. Que ce soit les ambassades, que ce soit vos histoires de Canal+, que ce soit les consulats de France, tous ces machins-là, il faut mettre un terme parce qu'ils ne servent à rien. Vos histoires de MINUSCA, de l'ONU, ou l'ONU, ou bien la BILO, on appelle l'autre l'ONU, je ne sais pas pourquoi ça sert, pendant des décennies. Ou envoyé en Ukraine, puisqu'il y a un théâtre des événements là. Pourquoi on ne peut pas les balancer là-bas? Donc l'Afrique est tellement facile que n'importe qui peut venir s'installer comme il veut. Non. L'Ukraine, la Russie les appelle. On a besoin de la Russie. À part pour Cindy, aller jusqu'au bout, on rappelle que l'Organisation des Nations Unies est sortie ce jour pour dire que la Russie devrait arrêter les opérations en Ukraine et que la guerre sera ingagnable, ce qui n'est pas de l'oreille de Vladimir Poutine. Vous savez, la valeur est comme de l'eau. On ne peut pas l'enfermer dans la paume de la main. Parce qu'aujourd'hui, les Français se rendent compte qu'ils n'ont aucune valeur. Ils n'ont aucune valeur. Aucune. La preuve, ils font quoi dans le monde? Rien du tout. Rien. Montrez-moi un seul acte posé par ces Français-là depuis que cette histoire de... Un seul acte. On vient de voir un Français fuir l'Ukraine. Parce qu'on a bombardé un secteur. Il a pris ses jambes au cou. Il a fui. Mais ils vont venir en Afrique faire sortir leurs gros yeux pour chercher à influencer. Non, il est encore maintenant. Je dis encore une fois, Hubert, vraiment, formons les Africains pour qu'ils mettent un terme à cette histoire. Il faut que les Africains se mettent ensemble pour dire à la France, monsieur, allez en Ukraine, aider les Ukrainiens. On a besoin de plus de vous là-bas qu'en Afrique. Merci. Alors, Samuel Denedor-Yundi, en Ukraine, ça crépite toujours et d'une manière assez forte. Oui, merci monsieur Bertondi de me passer la parole, mais je voudrais tout d'abord féliciter le jeune Issa Diawara de la plus belle manière qu'il vient de nous brosser une analyse le comportement de M. Emmanuel Macron, ce qui démontre du sens de... Vous partez pas seulement d'Emmanuel Macron, mais de tout l'Occident. Voilà, merci bien. Merci. C'est sur ce sens que je voudrais vraiment féliciter encore ce jeune Issa Diawara de cette brillante analyse qui démontre le sens de maturité, de la compréhension de la jeunesse africaine en général, qui est face à l'écriture moderne de l'histoire africaine et du monde aujourd'hui. Vraiment, je peux être très satisfait aujourd'hui sur ce plateau, face à l'Afrique, face au monde. Nous venons de démontrer encore aux yeux du monde entier que nous sommes préparés et que nous connaissons les enjeux de ce monde en ce début du XXIe siècle, dont le monde nouveau se fera avec l'Afrique. Et l'Afrique, en particulier avec sa jeunesse, ne cédera pas parce que le passé, qu'on nous a souvent prescrit dans les livres, que l'histoire et le passé
l'histoire et le passé et la connaissance du passé basée sur les écrits. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre l'histoire moderne, présentement où nous sommes là. Ça veut dire nous devons construire le futur. Et ce futur, nous sommes prêts. Et M. Issa Diawara vient de démontrer que tout ce que nous faisons depuis une décennie, cette jeunesse mature, cette jeunesse pleine de ressources, pleine de qualités, pleine dans cette histoire que nos parents nous ont léguée, nous sommes en train de vivre avec ce qui se passe en Ukraine, que tout l'Occident en général, tous ces Occidentaux, comme l'a dit M. Poutine, que tous ne sont que des menteurs. Aujourd'hui, nous comprenons donc. L'OMS, c'est des menteurs. Nous avons vu l'histoire de la Covid où on prétendait exterminer toute une race africaine. Nous connaissons aujourd'hui que ces organisations internationales, qui est l'Amnesty International, nous savons que ce sont que des menteurs. Ils sont à la merci de certains certaines officines, de certains lobbies. Nous connaissons aujourd'hui que l'organisation internationale Human Rights Watch, qui fait des rapports fallacieux pour déstabiliser seulement l'Afrique, nous savons qu'elles sont des organisations menteuses. L'organisation des droits de l'homme, de la liberté d'expression, de la presse, de l'audiovisuel. Donc aujourd'hui, nous voyons que ce double langage qui est utilisé par celui qu'on a mis en amont, qui est M. Emmanuel Macron, vient maintenant buter face à cette jeunesse. Et nous sommes fiers de savoir que l'ONU, qui était cette organisation que nous avons cru qu'elle était là pour rassembler et ramener la stabilité pour la construction d'un monde meilleur, elle-même, elle est complice, comme c'est écrit dans la charte de l'impérialisme à l'article 22. Aujourd'hui, nous, Africains, aujourd'hui, nous devons plutôt chercher maintenant, dans ce combat où nous vivons, la reconsidération de nos relations avec l'Occident. Ça, c'est un premier point très, très important, parce que même si la Russie est avec nous, c'est un pays ami. Donc, c'est nous, les Africains, connaissant toutes ces histoires, connaissant toute cette contradiction qui nous vient maintenant en vif, qui nous vient à l'œil, qui nous saute à l'œil. Aujourd'hui, nous devions savoir que nous devons nous préparer pour notre sécurité, pour bien préparer notre développement, pour l'émergence totale de l'Afrique. Donc aujourd'hui encore, mon cher Hubert Toundi, je pense que Issa Diawara nous pouvons en être fiers, que le combat que nous menons ici, et que tout ce que nous passons ici pour édifier la jeunesse africaine. Elle n'est pas malienne, elle n'est pas centrafricaine, elle n'est pas tchadienne, elle n'est pas de la sous-région de la CEDEAO et de la CEMAC et de 54 autres pays. Nous sommes en train de fusionner ensemble. Et je voulais ici, quelque part, attirer l'attention de certains jeunes du Tchad. La jeunesse tchadienne, vous devez savoir, Issa Diawara vient de démontrer quelque part, à attirer votre attention, qu'il y a une contradiction dans ce qu'on nous a raconté dans le passé et ce que nous vivons aujourd'hui et ce qui saute à l'œil aujourd'hui, de savoir que la présence française aujourd'hui et de l'armée française aujourd'hui, en particulier de la politique de l'Occident aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, n'a plus lieu d'y être. Nos chefs d'État qui sont là, même s'ils sont là pour les protections, pour les pouvoirs, mais désolidarisons-nous de ce chef d'État parce qu'ils savent comment ils vont s'en sortir. Ce chef d'État est passager. L'Afrique, notre pays restera. Nous devions prendre cette transition générationnelle pour écrire notre histoire et libérer nos territoires, libérer le grand continent de ces Occidents qui sont dans une contradiction que nous venons de prendre à pic aujourd'hui en flagrant délit pour démontrer que nous sommes debout et résolus quelque part qu'une nouvelle charte des Nations Unies doit s'écrire où l'Afrique aura un siège permanent. Ça, c'est la vision où nous allons partir pour être ensemble et
redessiner ce nouveau contrat de ce nouveau monde. Merci. Alors, on va aller vers la fin de cette édition en annonçant que Joe Biden sera demain mercredi à Bruxelles. Sur son agenda, Joe Biden, c'est le président américain, il doit discuter avec ses alliés européens de nouvelles sanctions contre la Russie. Mais alors, quelle est cette affaire? Et je rappelle aussi que le secrétaire général des Nations Unies a appelé Moscou à mettre fin à son offensive contre l'Ukraine, alors que justement la Russie a encore bombardé la ville d'Odessa et je crois une autre ville dans le... Alors, très rapidement, chacun en 1 minute, parce qu'on va vers la fin, 1 minute et demie. Je commence par Linda Larmaoui. Alors, cette réunion de demain, cette discussion dit au sommet de demain entre Joe Biden et ses alliés européens qui veulent encore plein de sanctions alors que les premières sanctions n'ont rien donné. Quelle est la lecture à faire de cette situation et de la suite de cette guerre en Ukraine? Linda Larmaoui. Est-ce qu'elle est avec nous? Bien voilà, Issa Diawara est-il avec nous? Issa Diawara, Joe Biden arrive pratiquement demain. Vous avez situé, campé l'Ukraine comme étant le lieu de ces suprémacistes, ces racistes et justement ces nazis qui sont en train d'être mis à nu par l'action de Vladimir Poutine. Ben, Joe Biden est demain en Bruxelles. Il va discuter pour l'issue de cette guerre avec ses alliés européens. Ils veulent reprendre les sanctions. Alors, quelle est votre lecture sur cette autre situation qui va se dérouler demain? Ok, merci. En français, facile pour nos téléspectateurs, considérer Joe Biden à Bruxelles comme Emmanuel Macron auprès de Ouattara, c'est-à-dire au sein de la CEDEAO. Considérer Joe Biden à Bruxelles prendre les sanctions contre la Russie comme Macron qui fait des injonctions à la CEDEAO pour sanctionner le Mali. Donc c'est dans ça c'est en français facile pour tous nos téléspectateurs, puisque c'est la seule façon qu'on peut comprendre aisément cette démarche. Biden vient en terrain conquis, il est avec ses gouverneurs à qui il doit faire des injonctions, de même que Macron fait des injonctions à la CEDEAO pour essayer d'asphyxier le Mali. Donc c'est la même chose qu'il faut tenter contre la Russie, mais cette fois-ci, ils ont affaire à un grand peuple. La Russie, je crois qu'elle est déjà préparée, ça fait longtemps que cette opération était en préparation, de même que le Mali avait déjà anticipé. C'est un peu en cela que je peux décider la situation de demain. Merci. Merci à vous, Issa Diawara, très pointu dans l'observation géostratégique, même géopolitique. J'ai oublié mes salutations au grand frère Samuel D. et Djenedor et à tout le monde. Merci et je suis à votre école. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, Simone, vous ne partez pas. Joe Biden est annoncé. Et là, Issa Diawara a pointé directement le point, c'est que Joe Biden à Bruxelles, c'est comme Emmanuel Macron à la CEDEAO. Alors, Joe Biden, il vient, annonce-t-il des sanctions, discuter sur de nouvelles sanctions contre la Russie, alors que Poutine va dit aller jusqu'au bout. Mais moi, j'attendais qu'ils aillent plutôt faire ça en Ukraine. Non, moi je comprends pas. Il n'y a aucun problème en Belgique qu'ils aillent en Ukraine faire la réunion. Ce serait mieux. Ah oui, ils devraient faire ces réunions. Ce serait mieux. La réunion de demain. Non, ça c'est de la farce qu'ils sont en train de faire. C'est de la farce. On les attend en Ukraine, qu'ils aillent faire la réunion en Ukraine. Comme ça, au moins, on saura qu'ils sont très très puissants et qu'ils ont le pouvoir. Non, vraiment, je n'en dis pas plus. Merci. Alors, Samuel Yundi, on est parti dans quelque chose comme 3-4 minutes. Alors, pour vous, Joe Biden à Bruxelles comme Emmanuel Macron à la CEDEAO. Aujourd'hui, le parallélisme, vraiment, il est là. Sur les analyses de M. Issa Diawara, que je félicite encore très bien de sa sortie. Et aujourd'hui, c'est partager le même plateau que moi aujourd'hui, me donne vraiment toute entière satisfaction que la jeunesse est préparée, la jeunesse est debout. Mais aujourd'hui, quand on voit le président Joe Biden qui part des États-Unis pour arriver en Belgique, avec toute cette communauté soi-disant de l'Ouest, nous sommes en train de sentir le monde est en train de tourner.
La France est à l'origine de cette hécatombe qui se passe en Ukraine, sous le sous-couvert des Américains. La France est à l'origine d'avoir déclaré de la guerre nucléaire. La France est à l'origine de cette troisième guerre qui sont en train de vouloir, dans leur bon vouloir. La Russie reste encore ouverte au dialogue dans le sens des respects fondamentaux des accords et sur les droits internationaux. Aujourd'hui, Joe Biden vient en Belgique, c'est pour décider deux options. On entre en guerre ou on demande pardon. Parce qu'il n'y aura pas une autre option. Monsieur Poutine, il est assis, il a refusé ce dialogue avec monsieur Zelensky, ce qui veut dire qu'il attend tout simplement le respect des accords de Minsk. Aujourd'hui, il a fini de faire sa police internationale en Ukraine. Il n'est pas exclu que les accords de Minsk doivent encore être respectés pour pouvoir démontrer aux yeux du monde entier que les accords ont encore un sens dans ce monde moderne en ce début du XXIe siècle. Donc, nous ne pouvons que voir, attendre la suite de ces accords pour pouvoir en définir définitivement, savoir ces Occidentaux qui est l'empire du mensonge, qu'est-ce qu'ils vont encore nous raconter et à base de ça, parce que le monde va se faire savoir demain en Belgique et nous les Africains, la jeunesse africaine, nous sommes fiers de vivre ça en direct parce que le PVCisme européen qui n'ont pas pu faire une rétrospective sur l'Afrique, ils sont en train de vouloir aujourd'hui créer un fédéralisme communautaire pour mieux nous diviser et mieux s'affranchir de l'Afrique, mais ils n'auront pas place. Mais ce qu'ils sont en train de vouloir envisager va nous permettre tout simplement de se ressouder et de se remettre ensemble et dire aux Indos, aux néocolons qui sont parmi nous et les chefs d'État, laissez-nous tranquilles, le peuple est souverain, nous allons dealer contre eux car nous sommes la population et nous sommes partout dans les villages. Le chef d'État n'est pas dans tous les villages, il n'a que des administrateurs et nous serons prêts maintenant à faire face à la réunion dont Joe Biden vient voir ses acolytes pour qu'ensemble ils puissent nous afficher, mais nous serons préparés pour attendre le résultat. Merci. Et Simon D, je retiens que pour lui, cette réunion devrait se tenir en Ukraine. C'est-à-dire la réunion de l'OTAN, du patron de l'OTAN et de ses alliés, parce que c'est inscrit de cette manière. Je reprends d'ailleurs, c'est-à-dire c'est un conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche qui a donné cette information. Il y a quelques instants que le président américain sera demain, mercredi à Bruxelles. Il doit donc discuter avec ses alliés européens sur de nouvelles sanctions contre la Russie chez le secrétaire général des Nations Unies. Quant à lui, a appelé Moscou à mettre fin à son offensive contre l'Ukraine et Vladimir Poutine de son côté a répondu par l'acte. Nous sommes à la fin du 27e jour, car à minuit, ce sera le 28e jour. Vladimir Poutine a répondu donc par les actes, c'est-à-dire la ville de Mariupol et celle d'Odessa, dans leur faubourg, ont été bombardées pour la première fois après la demande de Guterres. Ça veut dire que Guterres n'est pas entendu par Vladimir Poutine. Alors, nous partons de cette édition. Une, deux, trois choses à retenir. On ne doit pas se tromper. Ce qui s'est passé en Libye en 2011 est en train de pénaliser le monde entier. La déflagration créée par Nicolas Sarkozy et la France. En Libye, la France a entraîné le monde entier, a entraîné un monde dangereux, a détruit la Libye, a tué le président colonel Kadhafi, ça a créé une déflagration incroyable dont les conséquences sont incalculables pour le monde actuellement. Alors là, vous comprenez aujourd'hui que lorsque le président américain s'en va, vous avez cité, vous avez dit, on est au 28e jour.
Demain, ce sera le 28e jour. Il va à Bruxelles. Vous pensez que quand il va à Bruxelles, il va faire quoi? Il parle de sanctions. Lui-même, il sait que ces sanctions, les Russes sont prêts, savaient que ces sanctions, les Russes connaissent le modèle opératoire des Européens depuis toujours. Ils savaient qu'ils allaient appliquer des sanctions. Tout ce qu'ils peuvent faire, ils ne peuvent pas répliquer militairement. Ils ne vont appliquer que des sanctions et les Russes ont eu le temps de se préparer. Pour ces sanctions. Voilà, pour ces sanctions. Donc, ils savent, donc, fondamentalement, ça aura un impact dérisoire, négligeable sur l'économie russe. Et tout qu'on le fait, qui détient l'argent au monde? C'est la Chine. C'est l'Union soviétique. Qui détient les réserves de change au monde? Quelles sont les économies qui sont les moins endettées au monde? C'est la Russie, c'est la Chine. Qui détient le portefeuille du monde? C'est la Chine, c'est la Russie. Qui détient le plus grand nombre, le nombre de réserves les plus importantes au monde? Comment peut-on sanctionner un autre? Et la Chine est claire là-dessus. Voilà. Là. Vous trouvez l'Inde. Vous trouvez l'Inde. Avec le mathématique, puis c'est la Chine est claire là-dessus. Joe Biden a demandé à la Chine de prendre clairement position. La Chine est derrière la Russie. Voilà. La Russie. Et des grands pays comme l'Inde. L'Inde a dit, le Premier ministre indien a été très clair. Il a dit non, moi, je vais continuer de commercer avec la Russie. Il est lucide parce qu'il connaît les enjeux économiques et les enjeux économiques sont là. Ce sont les Russes qui habillent l'armée indienne depuis plus de 40 ans. Vous vous imaginez du jour au lendemain, il dit que ce sont les Russes qui achètent j'achète mon carburant chez les Russes, j'achète mon gaz chez les Russes. Mais qu'est-ce que vous me demandez là? Je ne peux pas le faire. Donc, les Indiens savent. Les Américains, ils vous rejettent comme une orange pressée une fois qu'ils n'ont plus besoin. Les Amérindiens sont passés par là. Donc, vous comprenez que les Américains ont soutenu le Pakistan dans la partition avec l'Inde. Et ça, les Indiens n'ont jamais oublié ça. Ils savent, ils parlent d'années historiques quand ils parlent de la Russie. Il y a beaucoup de pays là, et ce sont des pays qui sont riches, potentiellement riches, et qui ont décidé, avec la Russie, la Chine, de créer une véritable entité, un contrepoids économique. C'est le lieu pour les Africains aujourd'hui. On doit sortir de l'ornière du franc CFA. Le franc CFA, c'est la malédiction française. On doit sortir d'elle. Et il y a quoi une alternative que les Russes sont en train d'étudier? C'est les talons or, ressusciter les talons or. Nous sommes très riches. Comment vous pouvez m'expliquer que les Africains possèdent des richesses énormes en matière d'un potentiel minier extraordinaire, mais que nous soyons toujours assujettis aux les accords miniers sont passés par là, les accords lyonnais sont passés par là. Je pense qu'il faut refaire le monde. Aujourd'hui, il faut dénoncer ces accords très calmement. Il faut dénoncer ces accords, qu'on reparte sur de nouvelles bases. Les Africains doivent aussi chercher à avoir la bombe atomique. Il faut qu'on cherche à avoir la bombe atomique. Merci. Je pense que ce sera aussi le seul moyen pour résister à Saint-Jean. Merci. De toutes les manières, cela va arriver. Il y a donc d'abord la conjugaison des efforts dans ces alliances qui se créent, c'est-à-dire ces blocs, le bloc Eurasie, qui doit donc être Eurasie-Afrique, quelque part, c'est ce que vous êtes en train de convoquer, et c'est par ces blocs-là, justement, qu'on va casser cette dynamique d'un monde unilatéral où Joe Biden peut partir donc, comme il va le faire demain, pour aller prêcher. C'est Simon qui dit, non, c'est Issa Diawara qui disait que pour aller prêcher, comme Emmanuel Macron vient prêcher dans sa prairie, la CEDEAO, c'est la même chose que Joe Biden va faire avec ses alliés européens à Bruxelles. Mais Simon a dit, et ça c'est très clair, que cette réunion devait normalement se tenir en Ukraine, et elle ne se tient pas là-bas parce que c'est un sens interdit, monsieur Simon, c'est signe rouge, c'est-à-dire c'est lit rouge pour toute personne qui veut s'en prendre justement à la Russie. Madame, monsieur, c'était face à l'actualité, vous l'avez très bien compris. En réalité, la maladresse d'Emmanuel Macron de prendre les discours de 1960, voire même 1940, et les projeter sur des États aujourd'hui qui sont souverains et libres et qui veulent leur
totale autonomie et leur liberté. Le Mali s'inspire donc de cela et donc renvoie Emmanuel Macron à ces contradictions, les mêmes contradictions qui se trouvent aussi sur le territoire de la guerre en Ukraine, des contradictions qui en réalité ont été démontrées au cours de cette édition, mais en réalité elles vont se poursuivre puisque Joe Biden est à Bruxelles demain. Il sera certainement avec le président de la Commission de l'Union européenne, qui est Emmanuel Macron, pour voir des sanctions contre la Russie, alors que la Russie va dit aller jusqu'au bout et ne reculer devant aucune force. Madame, salut, monsieur, bonsoir. C'était Face à l'actualité. Bonsoir à tous qui nous avez suivis. Vous n'avez pas pu nous avoir au téléphone, mais c'est pas grave. On sait que vous nous avez suivis un peu partout. Merci pour votre confiance.